Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en plein cœur de l'Amérique profonde, l'Alabama, qui accueille ce soir la 10e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Vous l'avez compris, Alabama égale Talladega, le rendez-vous mythique de l'année, le deuxième super speedway de la saison qui accueille donc la 10e course aujourd'hui, du grand spectacle en perspective, du grand spectacle que j'aurai bien évidemment le plaisir de vous commenter aux côtés de l'unique Laurent-Frédéric Bellet. Salut LFB. Salut Manu, salut à tous. Alors là, s'il y a bien deux courses qu'on ne manquera jamais sous aucun prétexte, même s'il y a une finale de Coupe de France à la même heure entre deux équipes qui font rêver peut-être, ou en tout cas qui suscitent les passions, eh bien non, nous sommes là et nous tenons bon. Et lorsque c'est Daytona ou Talladega, bien évidemment que nous avons notre siège réservé depuis de longs mois et on biffe la date bien longtemps en avance et on sait qu'on sera là quoi qu'il arrive. Donc on y est Manu, ravi de vous retrouver. On sait également que vous êtes passionné par la NASCAR et lorsqu'on vient sur ces super speedways, eh bien le spectacle est absolument fabuleux. Daytona, Talladega, ça va très très vite. On est groupé en quelques dixièmes de seconde entre toutes les voitures. Il y a des accidents, il y a du spectacle, il y a de la vitesse, il y a une ambiance incroyable. Bref, une retransmission à ne pas rater. Surtout que ce soir, et là on va en reparler, on aurait fêté aujourd'hui les 55 ans de Dale Earnhardt, le père bien sûr de Dale Earnhardt Jr. Et nul doute que tout à l'heure on aura un hommage qui lui sera rendu au 3e tour. On va faire d'abord un petit point sur le championnat avec, vous le voyez, Kevin Harvick, leader plus que jamais, leader de cette saison 2006 de NASCAR Busch, 289 points déjà d'avance sur Clint Bowyer. Denny Hamlin, 3e, DJ Elieli 4e à 311 points. Qui pourra arrêter Kevin Harvick? C'est un petit peu la question que l'on se pose depuis quelques courses. Voilà, l'ennemi public numéro 1, c'est devenu le statut de Kevin Harvick. Tant mieux pour lui, hein, bien sûr, il le mérite. Super pilote, ancien champion de la discipline, qui fait en plus les deux championnats en parallèle, donc là on peut vraiment rien lui reprocher. Et bien, qu'il change de baquet ou qu'il reste avec la voiture 21 ou qu'il aille dans la 33, à chaque fois il gagne ou presque. Donc c'est clair, pour l'instant, pratiquement 300 points d'avance au bout de 9 courses. Là, si ça continue comme ça, c'est les records qui vont être battus. Hein. Oui mais, qui pourra arrêter Kevin Harvick? Alors on l'a dit au championnat, Clint Bowyer est 2e, a déjà 289 points. Denny Hamlin, 3e, a déjà 295 points. Gigi Eli, 4e, a déjà 314 points. Oui, mais sur la grille de départ, qui on a en pôle? Gigi Eli, devant qui? Clint Bowyer, 3e. Denny Hamlin, il est où Kevin Harvick lui? Eh bien Kevin Harvick, il est très loin, il est 19e seulement. Alors est-ce que c'est le grand soir des outsiders, on va dire des rivaux officiels de Kevin Harvick? Réponse bien évidemment à la fin des 117 tours de course. Et l'événement Manu, le retour de Martin Truex Jr., notre double champion NASCAR Busch. Bah c'est vrai que... Et première apparition 2006. Voilà, lui est passé directement de la Busch à la Nextel, bien sûr, hein, on va pas l'en empêcher, mais souvent on continue un petit peu en Busch. Or, cette année, bien, Martin Truex Jr. a vraiment privilégié son transfert en quelque sorte dans la première division de la NASCAR. Et donc, ça nous fait plaisir quand même de le retrouver pour la première fois cette saison sur un circuit où il est double tenant du titre en plus. Et oui, exactement, double champion et double tenant, c'est l'homme à battre ce soir. Et évidemment, tout le monde attend le duel. Kevin Harvick, Martin Truex Jr., double vainqueur, celui qui a remporté les deux dernières courses à Phoenix et puis à Nashville. Kevin Harvick, celui qui a remporté les deux dernières courses à Talladega, Martin Truex Jr. Vous avez l'affiche de cette 10e course de la saison. Gentlemen, start your engines. Voilà, c'est bien dit. Pas de fioriture, mais c'est franc, c'est net. Clair, net, j'ai bien précis. aimé. J'ai bien aimé là, cette façon de dire, sans en faire trop, mais suffisamment ferme. Voilà, on va commencer à commenter maintenant les façons de... Ça devient vraiment une affaire de spécialiste, hein, cette histoire, c'est clair. Bon, n'oubliez pas que le forum de motorstv.com est également ouvert, hein, www.motorstv.com, concours de pronostics, c'est ça Manu? Exactement, on attend ouais. vos pronostics bien évidemment sur le forum de Motors TV. Oui, bien, c'est pas parce qu'il y a un match de foot, on le répète,
rappelle qu'il faut rater le début de Talladega, bien au contraire. Hein, donc on vous attend nombreux. Alors, tout de suite aussi, peut-être petite indication avant de détailler la grille de départ. Conditions météo moyennes, pleut pas, mais on n'a pas trop perdu de temps dans les cérémonies d'avant-course. Hein, là, on va tout de suite lancer le tour de formation. Vous avez compris, les pilotes sont dans la voiture. Pas d'hymne ce soir, pas de bénédiction en direct. On a un petit peu accéléré le mouvement. Il pleut pas, mais on a peur. Ouais, il s'agirait peut-être pas de trop traîner. Le ciel est un peu couvert quand même. Et voici évidemment ce magnifique écrin que cet ovale de Talladega construit, je vous le rappelle, pour l'anniversaire des 20 ans de la NASCAR en 1969 et qui dispute pour la Busch sa 15e édition ce soir de la course de Busch ici à Talladega. La première, c'était en 1992. Oui, donc on a attendu longtemps pour avant que la revenir Busch vienne. en Busch. La NASCAR Busch moderne existant, elle, depuis 1982. Vous voyez, on avait encore attendu 10 ans supplémentaires. Alors, à l'époque, en 69, le mot d'ordre pour construire ce super speedway, c'était faire comme Daytona, mais en mieux, ou en tout cas en plus, à tous les niveaux, plus vite, plus fou, plus long, plus... Bon. Et donc, voilà pourquoi à Daytona, c'est 2 miles, le circuit, là, c'est 2 miles 66, 33 degrés dans les virages. À Daytona, c'est 31 ou 33 d'ailleurs 31, je crois. Oui, donc vous voyez, c'était un tout petit peu plus. Donc là encore, c'était l'idée. C'est bien ça, 2 degrés de plus. Et puis au niveau des tribunes, pareil, puisque le circuit est plus long, il y a plus de tribunes. Bref, c'était l'idée de faire un petit peu plus que Daytona. Et oui, 143 231 sièges pour être tout à fait précis autour de cet ovale. Et on peut rajouter, bien évidemment, tout ce que peut compter comme public l'infield de Talladega qui tient quand même 85 hectares. Oui, ce n'est pas rien. Autant vous dire qu'on peut mettre quasiment le double de ce qu'il y a déjà dans les tribunes. Alors, du côté du casting ce soir, on a parlé de Martin Truex Jr., qui est vraiment un invité de dernière minute qui nous fait bien plaisir. Il y aura également Tony Stewart. Bon, c'est pas la première fois qu'on le voit, bien sûr, mais enfin, à chaque fois qu'il est là, ça nous fait plaisir aussi. Et en tout, ils seront 17 en double duty. Le traditionnel survol du circuit par les forces de l'air américaines qui vous plaît tant LFB à chaque fois. Eh bien, on n'y a pas dérogé pour ce 10e rendez-vous de la saison. Ici, à Talladega, les voitures qui vont aller prendre leur position sur la piste. Et on va détailler peut-être déjà la grille de départ avec cette voiture toute verte, Gigi Yeli. La revanche des outsiders, peut-être, on en a parlé dans ce championnat avec les 3 principaux rivaux de Kevin Harvick aux avant-postes. Gigi Yeli en pôle devant Clint Bowyer et Denny Hamlin. A noter la très très belle performance du rookie Danny Hawkins Jr. qui signe le 4e temps. Et puis à noter également que c'est la 2e pole de sa carrière de Gigi Yeli. Et la première, il l'avait signée où? Eh bien en début d'année, vous vous en souvenez, c'était à Daytona. Autrement dit, les super speedway réussissent au pilote de la voiture numéro 18. Et vous faites particulièrement bien d'insister là-dessus, parce que là c'est vraiment un exploit assez incroyable. Alors que c'est vraiment un jeune pilote, hein, Gigi Yeli. Eh bien, les 2 super speedway, il les a domptés littéralement lors de cette séance qualif et à Daytona, et ça avait déjà été une surprise, mais là il confirme à Talladega. Donc ok, il est à l'aise sur les circuits. Maintenant il faudra voir ce que ça donne évidemment. Il n'a pas la même course. réussite en course, hein. Ouais, vous me direz, il a terminé 8e là, hein, oui, mais c'est son meilleur Daytona. résultat sur un super speedway et il en a disputé 4 courses sur super speedway, c'est-à-dire avec des restrictor plates. On vous réexpliquera un tout petit peu plus tard de quoi il s'agit évidemment. 20e à Daytona en 2005, 38e à Talladega l'an passé, 42e à Daytona pour le 2e rendez-vous en 2005. Et en effet, cette année, ça se passe mieux avec donc la pole et une 8e place pour l'ouverture de la saison à Daytona. En tout cas, ce qui va être bien pour le début de cette course, on va vous détailler la grille dans quelques instants, c'est que Yeli, Bowyer, Hamlin, O'Quinn, pour verrouiller les 2 premières lignes, c'est vraiment la jeunesse là au pouvoir et ça va être vraiment très intéressant de voir comment ils vont se débrouiller. Ouais, et puis Carl Edwards 7e, Kyle Busch 9e, autant dire qu'il y a quand même du monde pour résister au retour de Kevin Harvick. 10e rendez-vous de la saison de NASCAR Busch version 2006 ici à Talladega en Alabama. À suivre bien évidemment le départ dans quelques instants, les voitures qui sont parties dans leur tour de formation et nous sommes en caméra embarquée avec la surprise de ce 10e rendez-vous de la saison, le double champion Busch, Martin Truex Jr. de retour dans la discipline de la Busch. Il n'était pas venu depuis l'an passé
et Homestead. Ah, disons-le franchement, Manu, il nous a manqué Martin Truex Junior, parce que lorsqu'on est double champion du championnat de la discipline, bon, c'est vrai que du jour au lendemain ne plus le voir, eh bien on s'était habitué. Et puis Martin Truex Junior, c'est une personnalité quand même assez qui sort un peu de l'ordinaire, un peu brute de fonderie peut-être, mais un sacré style quand même, beaucoup d'attaques et c'est toujours spectaculaire de l'avoir. Donc moi j'avoue que je suis bien content d'avoir Martin Truex Junior ce soir, avec une température extérieure relativement pas frisquette, hein, mais du côté des 20 degrés, il ne faudrait pas que ce soit moins quand même. Les tribunes bien remplies et le descriptif de la grille de départ avec donc la pole de Gigi Yeli, la deuxième après celle de Daytona, Clint Bowyer, Denny Hamlin et Danny O'Quinn. Les jeunes ont pris le pouvoir. Et derrière on retrouve Brian Vickers, on ne peut pas vraiment considérer qu'il soit extrêmement vieux non plus. Aaron Fike, lui, sera en 6ème place. Et puis derrière, Carl Edwards et Stephen Light, excellent. 8ème, Stephen Light, il devance Kyle Busch, donc on l'a dit, et Curtis Davis. Oh, Curtis Davis, excellente performance. Alors là, peut-être plus d'expérience pour David Green et Martin Truex Jr., mais retour aux jeunes avec Reed Sorenson. Johnny Sauter, il n'est pas si vieux que ça. Donc comme toujours en NASCAR Busch, un mix entre les rookies et les grands espoirs, et puis ceux qui connaissent la musique par cœur, comme Tony Stewart, bien sûr, Greg Biffle et Kevin Harvick. Alors là, si c'est pas un trio royal, la 17e, 18e et 19e place respectivement. Là, ça fait mal. Hein. Suivent Schrader, Mike Wallace, également de retour en bouche devant Bernie Lamar à suivre. Bien évidemment, Bernie Lamar, excellent deuxième à Daytona. On s'en souvient, ça avait été la surprise devant Andretti et Riggs. 13e ligne pour Menard et John Wood. Mark McFarland, grand espoir également. Tracy Hines à ses côtés. Là, on est du côté de la 28e place. Tim Sauter et Jay Sauter. Donc, comme d'habitude, 3 sauteurs au départ. Oh, les 3 frères sont là. Voilà, dont 2 côte à côte. Ça, c'est amusant. Et puis, on vous laisse détailler la suite. Mais là, il y a quand même du beau monde avec Michael Waltrip, Kenny Wallace et puis Jamie McMurray. Là aussi, un autre trio qui peut faire mal. Et attention, hein, ça n'est pas... Et puis, Paul Tracy. Et oui, on avait gardé Paul Tracy pour la fin. Il est de retour, notre Canadien du Champ Car. L'adversaire privilégié de Sébastien Bourdet, à qui avec une semaine d'avance que l'on félicite pour son mariage. Ce sera effectivement samedi prochain. Et donc Paul Tracy délaisse le Champ Car en attendant la prochaine course, il y a du temps. Et donc il revient en NASCAR Busch, hein, Manu, on se souvient que Paul Tracy, depuis le début de l'année, a pris quand même le départ de 3 courses. Meilleur résultat, 24e à Daytona. C'est vrai qu'à Daytona, ça s'était pas trop mal passé pour lui, avant d'être impliqué dans un petit quelque chose, mais il s'était bien débrouillé. Faut voir aujourd'hui ce qu'il peut nous faire. En tout cas, très belle affiche. Hein. Au niveau du championnat intérieurement, si j'ose dire, tout est parfait. Puis alors du côté des invités, les Stewart, les Biffle et les Paul Tracy, là, c'est clair que ça va être très intéressant. Alors les clés de la course, nous dit-on, Pit Road Efficiency, ça veut dire l'efficacité des équipes à intervenir dans la voie des stands, donc pendant les arrêts au stand. C'est vrai, ça compte, ça peut être important. Spotters, your best friend. Et oui, les spotters ont un rôle non négligeable pour bien prévenir de la position en piste. A noter d'ailleurs que Clint Bowyer a un nouveau spotter, Tim Fedoua, que l'on connaît bien évidemment puisqu'il a disputé de nombreux départs en NASCAR Busch, 333 pour être précis, et il pilotait l'an passé, vous vous en souvenez, la voiture numéro 12. Et vous avez vu la 3e clé, avoid the big one, éviter le big one. Le big one, qu'est-ce que c'est ? C'est le grand carambolage qui ne manque jamais d'arriver à Talladega, plus encore qu'à Daytona. Alors le carambolage, mais oui, si vous connaissez la NASCAR Busch, on vous en dit pas trop plus. Si vous ne connaissez pas, bien imaginez 20 voitures qui s'accrochent, qui partent en tonneau, qui vont dans tous les sens, dans le mur. Vous nous dites, ah bon, quand même ? Eh bien oui, c'est possible, ça arrive pratiquement chaque année. Le tout à 310 de moyenne, hein, bien évidemment, sûr. Parce que sinon ça n'est pas drôle. Alors on vous a parlé évidemment du restrictor plate, juste pour vous donner une petite indication sur effectivement ce qu'implique cette bride à l'admission qui réduit la puissance des voitures. Le record du circuit a été établi sans restrictor plate évidemment en 1987 par Bill Elliott avec un tour en 212,809 miles par heure. Ça fait quand même 342,5 km/h sur un tour. Excusez du peu. Depuis qu'on a le restrictor plate, le record de qualification est détenu par John Nemechek depuis 97, soit 10 ans après la performance de Bill Elliott. Et le tour est revenu à 193,517 miles par heure, soit 311,4 km/h. On a quand même perdu 40 km/h, mais ça reste quand même bigrement rapide. Ah oui, et puis aujourd'hui, la pole a été signée par Gigi Yeli en 184,7 miles par heure. Donc oui, c'est moins rapide.
Mais croyez-moi qu'à l'image, on ne s'en rendra pas bien compte, hein, ça ne changera pas grand-chose. Les voitures seront toujours groupées, le spectacle sera toujours formidable. Et attention, parce que le fait est que par exemple Stewart, Biffle et Harvick soient 17, 18, 19e, le fait est que du côté de Michael Waltrip, Kenny Wallace, McMurray, on soit 33e, 34e et 35e, bah, ça fait des paquets de pilotes qui sont normalement très performants, qui vont devoir et pouvoir certainement remonter assez vite au milieu du paquet, avec des pilotes un peu moins expérimentés devant eux. C'est une gestion de course d'emblée qui est un peu difficile et ces pilotes devront éviter, c'est vrai, notamment Kevin Harvick hein, qui est en tête du championnat, sa mission principale sera d'éviter le Big One, d'être impliqué dans un accident, car sinon il perdrait des points précieux. Martin Truex Jr. bien sûr récupère son numéro 8 et on attendra tout à l'heure Manu le 3e tour pour rendre hommage à Dale Earnhardt, le père qui aurait fêté aujourd'hui ses 55 ans. Or vous le savez, il portait le numéro 3 et c'est toujours au 3e tour que le public avec les doigts fait le signe 3. Donc sûrement que tout le monde y pense aujourd'hui. Et d'ailleurs peinture spéciale, décoration spéciale pour Martin Truex Jr. et Mark McFarland, les deux pilotes du DEI qui porteront sur leur voiture un signe distinctif en mémoire bien évidemment de Dale Earnhardt qui aurait donc fêté ses 55 ans aujourd'hui, le mythique pilote de NASCAR, la star incontestée de la NASCAR. A noter également qu'il a été introduit cette semaine, accepté au Hall of Fame des sports mécaniques américains. Ça n'est que justice vu l'aura du pilote Dale Earnhardt et même de son fils qui devrait rapidement le rejoindre à mon avis dans le Hall of Fame, Dale Earnhardt Jr. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas été avant. C'est qu'il n'est pas été avant. Introduit dans ce Hall of Fame, pour le père, mais bon en tout cas c'est normal et c'est vrai qu'on attendait du coup la participation de Dale Earnhardt Jr. pour cette course, surtout en ce jour un peu spécial. Bon bah écoutez, c'est pas le cas, mais il y a quand même 3 voitures de l'équipe entre Martin Truex Jr. vous le disiez, Mark McFarland, mais aussi Paul Menard qui est là. Bien sûr. Donc il y aura de quoi effectivement rendre hommage à son père. C'est parti. Alors comme d'habitude on va essayer de vous laisser vivre ce premier tour en version originale. Il faut juste laisser le temps aux voitures de se lancer un petit peu jusqu'au premier virage. Et lorsqu'on les retrouve dans la ligne droite opposée, là, on va se taire parce que là, vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Juste le temps de vous signaler déjà une petite tentative d'intimidation entre Denny Hamlin et Clint Bowyer sur le départ. Et c'est pour l'instant Hamlin qui a pris le meilleur. Il est 2e Hamlin, mais attention à Bowyer qui va essayer bien évidemment de récupérer son bien. « 43 voitures engagées sur cette 10e course de la saison et 43 voitures en pack, vous le voyez sur cet ovale. Ces images toujours aussi spectaculaires et attention d'entrée de jeu à l'attaque de Kyle Busch qui va essayer de récupérer déjà la 9e place à Martin Truex Jr. Rappelons que Denny Hamlin et Gigi Ellie, respectivement numéro 20 et 18, sont coéquipiers. Il y a l'aspiration qui joue beaucoup sur ces circuits, ces super speedway, c'est le fameux draft. C'est pas mal d'avoir quelqu'un de son équipe qui vous précède ou qui vous suit, comme ça on est protégé et on s'aide mutuellement. Rappelons aussi que suite à la règle édictée à Daytona, pas de bumps autorisés dans les virages, ou en tout cas pas trop visiblement. Voilà un peu pour les règles. Et puis rappelons aussi qu'il y a 117 tours effectivement et qu'on en est dans le 3e. Et déjà premier changement de leader avec Clint Bowyer qui vient de récupérer la tête de course à Gigi Ellie. 3e place maintenant pour Danny O'Quinn qui vient de surprendre lui Denny Hamlin. Aaron Fike est 5e devant Stephen Light, Martin Truex Jr. Brian Vickers qui a déposé au sens propre du terme Kyle Busch, de même que Greg Biffle. Il est 10e maintenant Busch. Voilà, 3e tour, l'hommage de la foule à Dale Earnhardt avec chacun des spectateurs qui brandit avec ses doigts le chiffre 3. Ouais, pas mal d'émotions certainement. Et les 21 premières voitures dans la même seconde. Ah oui, vous nous avez bien entendu. En tout cas, il y a un premier groupe qui s'est détaché. Et il faudrait voir, mais à mon avis, c'est les 26 premières voitures. Voilà, jusqu'à Todd Kluwer, on est dans la même seconde et demie
Par contre après 27e c'est Stedman Marlin qui a 4 secondes, donc c'est bien cela. 26 voitures, ce sont des déchets. Mais c'est pas pour ça que les autres voitures ne vont pas revenir. Et Paul Tracy du coup n'est pas dans le bon groupe. Paul Tracy n'est que 30e, il est là-bas. À mon avis il est même isolé, c'est lui qui est isolé. Il faudrait voir, il a le numéro 34, on verra si c'est lui ou si c'est un autre. Mais d'après mon timing il doit être isolé tout seul dans son petit coin. Ce qui n'est pas forcément là la meilleure chose. Évidemment l'aspiration absolument capitale sur les super speedway. Parvenir à accélérer sa voiture en restant dans le sillage de la suivante, et tout le monde essaye de céder un petit peu, de se tirer entre équipiers pour se ramener sur le devant. Il y a un côté extrêmement tactique entre équipiers qui jouent sur ces super speedway, et bien évidemment c'est une des données essentielles de ces courses. Et d'ailleurs confirmation qui lâche un petit peu de terrain. Bon, pas de panique de toute façon parce qu'il y aura a priori quand même au moins une neutralisation, donc tout le monde se remettra en paquet. Mais bon, là c'est vrai qu'un début de course qui n'est pas idéal, mais bon, le tout c'est aussi de prendre ses marques et de continuer son petit bonhomme de chemin. Le record des neutralisations, c'était 10 drapeaux jaunes l'an passé, vous vous en souvenez sans doute, avec cette course qui s'était conclue par la victoire de Martin Truex Jr., mais après un green white checkered. Alors le numéro 33, Tony Stewart. Bien sûr, avec la voiture qui appartient à Kevin Harvick. Tony Stewart, on ne vous fait pas un dessin. S'il est là, c'est pas forcément pour figurer, mais bien pour gagner. Rappelons que c'est le double tenant du titre à Daytona pour l'ouverture de la saison. Il a gagné les 2 dernières années, donc forcément les deux super seules speedway. victoires en NASCAR Busch d'ailleurs. Donc, quiconque gagne à Daytona est capable de gagner à Talladega, bien sûr. Attention à Brian Vickers et Kyle Busch. Brian Vickers a récupéré la tête de la course et Kyle Busch dans son sillage, les deux hommes qui sont en train de se détacher un tout petit peu du groupe de poursuivants, emmené par Clint Bowyer. Et là aussi c'est un petit peu la même histoire parce que Kyle Busch comme Brian Vickers font partie de l'équipe de Rick Hendrick. Donc vous voyez là on cède également S'. On ne cède pas devant l'adversaire, mais là on cède S' à IDE. On cède mutuellement. Et à noter quoi Manu 5e, tiens qui voilà. Bien sûr Kevin Harvick. Oui, pour une fois qu'on n'en parlait pas trop, place aux autres. Bah non, très vite, au bout de 6 tours, Kevin Harvick est dans le top 5. Il a déjà gagné 14 positions puisqu'il partait 19e. Il est 5e déjà, Kevin Harvick. Alors, on a l'habitude de dire que lui, sa tactique, c'est plutôt de pas trop se faire voir en début de course et de faire très très fort en fin de course. Est-ce que ça voudrait dire que de le voir si rapidement revenir en avant de poste, c'est que ce soir encore, il a la voiture pour aller gagner? Pas impossible. Il a le numéro 21 en tout cas. Là, nous sommes en caméra embarquée avec John Wood. Un petit peu loin dans le pack. Ah bah tiens, Paul Tracy. Michael Waltrip, et Paul Tracy vient de lui prendre une position, la 30e place. John Wood à Paul Tracy qui va céder également devant vraisemblablement Michael Waltrip. Oui, alors vous voyez, Paul Tracy, plutôt que de revenir sur ceux qui le précédaient, au contraire, s'est fait rattraper par les autres. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'il là, il se fait avaler. Et oui, parce qu'au jeu de l'aspiration, tout le monde passe, et lui qui est seul, évidemment, sur sa ligne, eh bien, il marque un petit peu le pas. Et il faudrait qu'il attrape le bon wagon, en tout cas le wagon peut-être de Michael Waltrip, pour essayer eh bien, de revenir un petit peu sur les avant-postes. Michael Waltrip qui a l'air d'être un tout petit peu plus rapide que John Wood, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. Alors, Tony Stewart vient de prendre la tête, figurez-vous. Devant Kyle Busch et Kevin Harvick 3e. Et effectivement, avec l'aspiration, ça peut évoluer très très vite les positions. Et sachez que nous avons déjà un 4e leader. Alors après Yeli, Bowyer et c'était Vickers ou c'était Vickers, oui. C'est donc Tony Stewart qui à son tour passe en tête et va marquer déjà 5 points de bonus. Bon, enfin lui, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse. C'est de gagner pour son team. Tony Stewart, c'est son 4e départ ici, et on se souvient que l'année dernière il avait mené pendant 11 tours avant d'être victime de problèmes électriques ici même à Talladega. Il avait terminé seulement 20e.
Alors, bonne nouvelle, Kevin Harvick est retombé à la 5e place, il était 3e il y a quelques tours. Il y a 2 tours à peine, il est retombé à la 5e place, le leader du championnat derrière Denny Hamlin, Brian Vickers, Kyle Busch et donc Tony Stewart ici à l'image dans les bumps. On a dit qu'il n'y en avait plus les bumps, mais qu'est-ce que fait Kyle Busch sur Tony Stewart? Si c'est pas un petit contact, il y a quand même un petit peu... Ah oui, et puis je peux vous dire, il y a un contentieux entre les deux hommes, hein, souvenez-vous à Daytona. Et en Busch et en Nextel le lendemain, il y avait eu un petit peu quelque chose entre les deux hommes. Donc là, à surveiller quand même très attentivement cette situation entre Tony Stewart et Kyle Busch. En tout cas, Tony Stewart qui tient bon et qui va entamer son 3e tour devant. Martin Truex Jr., je surveille, est retombé à la 18e place. Ouais, il s'est fait piéger dans le peloton, Martin Truex Jr. Au même titre d'ailleurs que Bernie Lamar, pointé un temps en 10e position alors qu'il était parti de la 22e place et qui maintenant est revenu au 22e rang. Et on les voit ces fameux bumps. Oui, il faut dire que Tony Stewart en a un petit peu usé vraisemblablement pour essayer de passer. Oui, bah, vous voyez, ça commence, hein, je dirais. Ouais, voilà, Kyle regardez. Busch, Tony Stewart. La petite guéguerre a peut-être commencé. Ça va être l'histoire du soir, vraisemblablement, cette bagarre entre la 5 et la 33. Kyle Busch d'un côté, Tony Stewart de l'autre. Et quand on voit après Tony Stewart qui se rabat, là, regardez, ouh là là, en descendant de 2 lignes pratiquement, je peux vous dire, c'est comme ça que les Big One commencent. Ouais, tout à fait. Alors il a de la chance parce que derrière lui c'était Kevin Harvick et qui c'est pas le premier à être surpris, mais il faudrait pas qu'il fasse la même chose à un des petits rookies. Par exemple Danny O'Quinn qui est également dans ce secteur, même s'il est redescendu un petit peu. Maintenant il est 16e. Danny O'Quinn, c'est dommage. Et finalement Gigi Elimanu, l'auteur de la pole, n'a mené qu'un tour, le premier. Depuis il est un petit peu retombé, le voici avec son numéro 18, pas de panique, hein, il est quand même 7e. Mais bon, c'est vrai que il n'a mené que le premier tour. J'irai pas mettre mon doigt entre l'avant de la voiture de Gigi Daly et l'arrière de la voiture de Kevin Harvick parce que je suis pas sûr que je n'y laisserai pas mon doigt justement. Et le numéro 1 qui est à côté, c'est Mike Wallace, bien sûr, vous le savez. Qui remplace le malheureux Jason Keller. Voilà, Jason Keller un petit peu écarté, qui n'a pas retrouvé de volant. Du côté du nombre de départs, aujourd'hui, il y a un anniversaire, Johnny Sauter, qui prend son 150e départ. Chiffre rond. Et il a déjà 3 victoires et 3 pôles à son palmarès. Il aura 28 ans après-demain. Ouais, le malheureux Jason Keller, on en reparlera, mais alors c'est quasiment, il y a un mouvement de soutien parmi les fans de la Busch, évidemment, contrairement à la Nextel, et qui accuse un petit peu, on va dire, les réguliers de la Nextel à force de descendre, venir jouer la victoire en NASCAR Busch. Je vous rappelle que sur les 9 premières courses de la saison, eh bien, c'est 9 victoires de réguliers de la Nextel et non pas de ce qu'on appelle les réguliers de la Busch, dont notamment Jason Keller. Et comme Jason Keller a été remercié par manque de résultats, eh bien, on a trouvé les coupables de son absence tout désignés du côté des fans de la Busch, à savoir s'il y avait moins de pilotes de Nextel qui venaient prendre des points en Busch, et bien du coup les pilotes comme Jason Keller qui sont des stars de la Busch avec 13 années de présence, il est arrêté, son compteur est bloqué à 399 départs, 18 seulement du record de Tommy Houston. Donc autant dire que vraiment pour tout le monde, tous les fans de la Busch, les principaux responsables de l'absence de Jason Keller, c'est avant tout les pilotes de Nextel qui viennent, et c'est très sympa évidemment pour nous et pour vous, disputer ces courses de Busch, mais qui faussent un petit peu le jeu, c'est vrai, parmi les réguliers de la Busch. C'est du reste également ce dont se plaignait Erin Crocker notamment, qui disait il y a tellement de pilotes de Nextel en Busch que pour nous, en termes de promotion en fait, on ne peut plus débuter par la Busch, il faut se concentrer sur la Craftsman, et une fois qu'on a déjà atteint un très bon niveau, on peut essayer d'aller lutter contre les réguliers de la Nextel qui s'illustrent en Busch. Toujours 2 groupes, hein, jusqu'au 29e, on est groupé en 4 secondes 9. Bon, vous me direz, ça fait beaucoup, mais enfin, il y a un premier groupe. Mais alors après, à partir du 30e, John Wood, on est à 16 secondes. Donc là, ça commence à se creuser. Stephen Lai est actuellement 20e, il était parti 8e. Il rétrograde un tout petit peu à ses côtés, le numéro 00 de Johnny Sauter, précisément. 150e départ, anniversaire après-demain. Mais pour l'instant, en tout cas, une course assez limpide avec Tony Stewart qui tient bon depuis 7 tours. Tout le monde, pour l'instant, prend ses marques manifestement derrière, mais la course ne fait que commencer. On marque une première petite pause et on revient très vite. Restez avec nous. On the back stretch.
Retour en direct sur Motors TV à Talladega et en caméra embarquée s'il vous plaît. Royal surtout sur cet ovale absolument incroyable de Talladega. 2 miles 66, 33 degrés d'inclinaison dans le banking. Des vitesses hallucinantes, plus de 300 km/h de moyenne sur un tour. Bref, c'est la démesure à l'américaine sauce NASCAR. Pas de changement en tête. Toujours Tony Stewart qui tient bon depuis 10 tours maintenant. Il mène toujours devant Kyle Busch, Brian Vickers 3e, Kevin Harvick 4e, Greg Biffle 5e. Là aussi, si ce n'est pas royal ce top 5, qu'est-ce que c'est? Carl Edwards est 6e, Clint Bowyer 7e, Gigi Yelly le poleman 8e, Martin Truex 9e, Ken Schrader, l'expérimenté Ken Schrader est 10e. Donc tout le monde est bien à sa place et pas de neutralisation pour l'instant. On va entamer bien évidemment et bientôt le 20e tour sur les 117 prévus. Et une course assez tranquille, mine de rien, paradoxalement, hein, compte tenu des vitesses. Tout le monde est bien à sa place, tout le monde prend ses marques. Et c'est Tony Stewart pour l'instant qui joue le rôle de locomotive. Allez, un petit bump, on le voit, de la part de Mike Wallace. Au volant de la Dodge numéro 1. Nouveau passage sur la ligne. Ça commence un petit peu à s'effiler là, le peloton. On n'est plus maintenant à 2 voire 3 de front, on est plutôt à la queue leu-leu. Et là il y a un premier groupe qui représente à peu près 25 voitures jusqu'à John Andretti qui est 25e justement et qui est à 2 secondes 9 du leader. En fait c'est Curtis Davis qui est juste derrière, donc il y a 26 voitures dans ce premier groupe et ensuite avec Jay Sauter qui est 27e, on est à 6 secondes 8. Précisons également que si la course devait continuer comme ça sous régime de drapeau vert, mais on ne s'en plaindrait pas, eh bien il faudrait quand même envisager un arrêt au stand sous régime de drapeau vert bien évidemment aux alentours du 55e tour. Devant nous le numéro 16, Greg Biffle. Greg Biffle qui ne fait pas l'intégralité du championnat mais qui est quand même 10e en Busch à 470 points de Kevin Harvick le leader. Il n'a fait que 7 courses cette année contre 9 évidemment pour tous les autres. Et il est quand même dans le top 10. Oh attention là parce que entre Carl Edwards là et Greg Biffle on n'était pas loin l'un de l'autre. Or, on est quand même coéquipiers. Le numéro 33, donc pour l'instant le numéro en tête, celui de Tony Stewart, champion NASCAR Nextel Cup en titre. Vainqueur cette année à Martinsville en Nextel. Et donc Manu, hein, on le disait, pas d'évolution notable, situation relativement stabilisée. Attention peut-être tout de même à Greg Biffle qui a tendance à progresser doucement mais sûrement. Ouais, Greg Biffle qui est en train de revenir à la hauteur de la 2e place. La 3e il vient de prendre voilà, devant Carl Edwards. Et c'est lui le plus rapide en piste apparemment. Quoique Denny Hamlin vient de passer en 190 miles.3. Ah oui, les vitesses sont plus élevées qu'en pôle hein, pendant la séance d'essai. Et pour l'instant, c'est vrai que les pilotes gèrent un petit peu ce début de course. On est dans un début de course un petit peu d'attente. C'est normal, il y a 117 tours à couvrir ce soir. 23 d'effectués, vous le voyez. Et pour l'instant, même si Tony Stewart, c'est vrai, mène depuis 15 des 23 tours, ça reste extrêmement ouvert avec Biffle, avec Kyle Busch, avec Brian Vickers également qui est là, Carl Edwards bien sûr, Martin Truex Jr., Kevin Harvick toujours dans le top 10, hein, il est 7e devant Harry Sorensen et Clint Bowyer. Finalement la déception vient peut-être du côté de Danny O'Quinn qui est excellemment bien qualifié, 4e, et vous l'avez fait remarquer très justement LFB, ça va plus vite qu'en qualif. Explication peut-être, en tout cas Danny O'Quinn il est retombé à la 23e place du classement avec
les autres rookies, je dirais, juste derrière Mark McFarland et Todd Cleaver. Ah, alors est-ce que ça n'est pas ce que l'on attendait qui est en train de se produire avec la prise de pouvoir peut-être de Greg Biffle? En tout cas, ils sont pratiquement sur les mêmes lignes par rapport à Tony Stewart. Ouais, il ne va pas y avoir lourd. Alors pendant que cette situation est relativement stable, c'est peut-être le moment d'en profiter pour rappeler quelques chiffres concernant Dale Earnhardt, dont on rappelle qu'on fêterait le 55e anniversaire aujourd'hui, s'il était toujours parmi nous bien sûr. Il est décédé il y a 5 ans pile à Daytona lors du dernier tour du Daytona 500. Remporté par son fils. Oui, donc c'était vraiment assez incroyable. Alors, au niveau des victoires, au niveau des titres, il a 7 titres, donc recordman absolu avec Richard Petty quand même. Ils sont 2 à avoir 7 titres. Mais 7 titres Nextel Cup, rendez-vous compte. Jeff Gordon, à titre de comparaison, n'en est qu'à 4. Et pourtant 4 titres, c'est exceptionnel aussi. Et confirmation, juste un instant LFB, que Greg Biffle a bel et bien pris le pouvoir dans cette course devant Carl Edwards, Martin Truex Jr. Et maintenant à la bagarre avec Tony Stewart justement pour la 3e place. Et a priori, vous le voyez ici avec cette superbe attaque de Junior sur Edwards qui va peut-être aller chercher la 2e place. Alors je continue, puis vous me dites s'il faut revenir à la course. Dale Earnhardt, au niveau du nombre de victoires, eh bien il en a 76 victoires, devancé par Richard Petty 200, David Pearson 105, Bobby Allison et Darrell Waltrip 84, Cale Yarborough 83, donc il est 6e. Par contre au niveau des pôles, ça c'est surprenant, il n'est pas dans les 25 premiers, 22 pôles dans sa carrière, alors que Richard Petty par exemple en a signé 126. Mais bon, vous voyez, c'était plus l'intimidator, comme on l'appelait en course, et aux essais, ça n'était pas effectivement voilà, c'était pas le king. Et son autre record, c'est les victoires consécutives en Nextel, 4 victoires consécutives en 87, Dale Earnhardt, mais ils sont plusieurs à avoir fait ça. Il y a Cale Yarborough en 76, Darrell Waltrip en 81, Harry Gant en 91, Bill Elliott en 92, Mark Martin en 93 et Jeff Gordon en 98, qui eux aussi ont gagné 4 victoires consécutivement. Donc c'était vraiment sur la durée et sur l'expérience, on va dire, que Dale Earnhardt a vraiment construit sa légende et sa carrière. Le classement après 25 tours, Biffle devant Truex Jr, Edwards, Stewart et Sorensen. Martin Truex Jr, qui tout à l'heure était pratiquement aux alentours de la 20e place, a les moyens manifestement de lâcher un peu du lest et de revenir assez facilement. Des nouvelles peut-être de Paul Tracy pendant qu'on y est. Je le cherche justement, on l'a à l'image, Paul Tracy, c'est lui que l'on voit. Mais... 39e mon cher Manu. Ah oui, c'est vrai qu'il ne cesse de baisser en quelque sorte. Juste derrière John Wood, avec qui nous sommes en caméra embarquée. Oui, alors là on est loin. Pour tout vous dire, John Wood, il est à 29 secondes, point 4 du leader. Donc là, faut profiter de cette vue un petit peu lointaine. Mais après tout, ça va vite quand même. Mais c'est clair qu'on ne joue pas aux avant-postes là. Il essaye, il fait le forcing Paul Tracy. Mais il a bien du mal et attention parce que vous le voyez, il va devoir concéder une nouvelle place, vraisemblablement attaqué par Denis Neuberger. Et par Tracy Hines. Peut-être le contact. Ouais, recontact, ouais. Là on se frotte, s'il frotte, s'il pique. Ouais, confirmation que c'est Tracy Hines. Volant de la voiture numéro 38. Il a gardé le meilleur Paul Tracy, toujours 37e derrière John Wood. Et devant Biffle qui enchaîne avec un 3e tour consécutif en tête. Tony Stewart est retombé à la 5e place. Alors, est-ce que sur le forum de Motors TV, nous avons quelques premiers pronostics? Alors déjà une petite question de Laurent Sou, LFB, à laquelle vous allez me faire le plaisir de répondre, bien évidemment. Une question à vous poser, est-ce qu'un pilote de Nextel, quand il fait une course en bouche, travaille avec la même équipe? Non. Réponse non. Voilà. Parce que effectivement, chaque structure est suffisamment bien organisée pour avoir quand même 2 équipes de mécaniciens, 2 chefs d'équipe pour travailler. Et puis ça fait aussi une sorte de formation interne, donc a priori, non, on ne retrouve pas les mêmes hommes, sauf parfois, bon, il y a quand même des exceptions, notamment au niveau des chefs mécaniciens, mais sinon, ce sont d'autres personnes. Alors, au niveau des pronostics peut-être.
En tout cas, Carl Edwards maintenant leader. Pendant l'interruption américaine, nous n'avons pas vu le dépassement, mais on va revoir ça bien évidemment. Carl Edwards, nouveau leader après 30 tours sur les 117 au programme devant Greg Biffle, Kyle Busch, Brian Vickers 4e, devant Tony Stewart, Martin Truex Jr., Mike Wallace remonté à la 7e place. Suivent Reed Sorenson, Denny Hamlin, Scott Riggs et Johnny Sauter. Écoutez, tout à l'heure, on avait Kyle Busch et Brian Vickers qui étaient très bien placés. C'était l'équipe de Rick Hendrick. Ensuite, on a eu Tony Stewart, c'est l'équipe de Kevin Harvick. Et maintenant, on a Edwards et Biffle, c'est l'équipe de Jack Roush. Alors qu'il y a un problème pour Curtis Davis. Oui, et moi, pendant ce temps-là, je cherchais parce qu'on ne le trouvait plus. Où est passé Kevin Harvick? Eh bien, tenez-vous bien, il est retombé à la 24e place. Il était dans le top 5. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé pour Kevin Harvick? Là non plus, on n'a pas bien vu. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que plus que la place, à l'arrière, c'est l'écart 2 secondes 3. Ouais, c'est beaucoup. Quand même, quand même. On est avec le leader en caméra embarquée, Carl Edwards. Alors, que va-t-on revoir? C'est au milieu, le 60, c'est donc Carl Edwards. Le 33, Tony Stewart. Un petit bump. On aide un peu à avancer. Voilà. Oui, parce que vous voyez, instantanément, Carl Edwards avance et double Biffle. Finalement, Carl Edwards est aidé par Tony Stewart. Et c'est Biffle qui en fait les frais, son coéquipier. Bon, il n'y a pas encore de quoi se lamenter du côté de Jack Roush, mais c'est surprenant. On va peut-être le revoir en caméra embarquée, ce petit bump. Puff, voilà. Et soudain, on est poussé littéralement et ça va mieux. Regardez, on avale Biffle. Du reste, Stewart en a profité également pour prendre le meilleur sur Biffle. Et aller coiffer également Martin Truex Jr. pour la 2e place. Oh là là, attention, là c'est chaud quand même. Là on est à 3 voire 4 de front au milieu de ce premier paquet. Et si le Big One avait lieu dans ce groupe, évidemment là ça décapiterait un petit peu la course quand même. Mais là on est quand même avec les meilleurs pilotes. Donc quand même très au fait des positions sur la piste, capables de gérer à la fois leur positionnement et leur vitesse et l'environnement, on va dire, dans la course. Et du reste, on l'a vu avec les clés de cette course annoncée, évidemment, le rôle primordial des spotters sur ces super speedway où ça va très très vite. Et je vous rappelle bien évidemment que les voitures de NASCAR n'ont pas de rétroviseur ou un toute petite rondelle de 5 cm à peu près de diamètre, donc ça fait vraiment pas beaucoup pour voir. Et c'est les spotters qui les informent de la présence des autres voitures en piste. Et il est certain qu'une mauvaise indication ou une indication un tout petit peu donnée en retard par un spotter peut bien évidemment être à l'origine d'un Big One. Alors intéressant de voir qu'il y a un pilote qui va se faire doubler. Et quand même là, alors là c'est sûr, lui le spotter a forcément prévenu ce pilote que derrière le train fou furieux allait arriver et le dépasser. Alors je pense qu'il va se mettre sur le côté, mais quand même ça peut peut-être avoir une incidence, surveillons cela. C'est Curtis Davis qui va être obligé de céder un tour. Ça s'est bien passé, vous le voyez, il est à l'extérieur. Et cette nouvelle Ford Fusion, bien sûr, le nouveau modèle engagé cette année en NASCAR en remplacement de la Taurus. Et je ne sais pas si vous le savez, il y a une nouvelle voiture NASCAR qui va bientôt arriver, la Car of Tomorrow, comme on l'appelle là-bas. Bon, une sorte de concept, la voiture de demain. Mais je peux vous dire, les premières images commencent à circuler. Et à notre grande surprise, une voiture NASCAR des prochaines années, ça ressemble pratiquement à une voiture de DTM. Eh oui, c'est une philosophie un petit peu nouvelle en NASCAR. Des voitures un petit peu plus racées, un petit peu plus peaufinées au niveau design visuel. Et effectivement, on va abandonner un tout petit peu une sorte de voiture de Monsieur Tout-le-Monde, un petit peu boostée certainement, mais franchement, on aura largement le temps de vous en reparler, mais ça va changer au niveau look, un look un peu plus agressif et ça sera peut-être pas plus mal. Ouais, cette voiture de demain développée du reste par de nombreux pilotes NASCAR. On sait que Reed Sorenson a tourné à son volant, c'était à Bristol, que Jeff Burton également a été convié à donner son avis sur la voiture, Tony Stewart également, Kevin Harvick aussi, enfin bref, quasiment tous les grands noms de la discipline, que ce soit en Busch ou en Excel, ont à un moment ou à un autre été conviés à prendre le volant de cette nouvelle voiture et donner leur avis. Et bien tout simplement pour définir la voiture la meilleure possible et qui convienne à l'ensemble du plateau également, fournir une voiture au comportement homogène pour tous les pilotes, après à eux de faire leurs petits réglages spécifiques. Vous avez vu dans la petite fenêtre 2 chefs mécaniciens d'équipes différentes qui se parlent. Ça fait partie du jeu. Soit on met en place des alliances, soit on vient se parler, mais là c'est clairement ça. Allez, petite pause et on revient très vite à Talladega.
Retour à Talladega, Alabama pour la 10e manche de la saison 2006 de NASCAR Busch. Et vous le voyez, Tony Stewart toujours aux commandes devant Carl Edwards, Kyle Busch, Greg Biffle et Reed Sorensen qui vient se montrer dans le top 5. Alors pendant ce temps-là, sur le site internet de Motors TV, c'est la foire au pronostic. Juste avant, on va faire une petite précision. En effet, lors de l'accident de Dale Earnhardt, c'est pas son fils qui s'était imposé, il avait terminé deuxième. C'est Michael Waltrip qui s'était imposé. Et en effet, la première victoire de Junior à Daytona. Il y a 2 ans, dans le voilà, Daytona 500. C'était en 2015. Lorsque le président Bush était venu assister au départ de la course, et ça avait été peut-être un des plus grands jours de la NASCAR parce que tout le monde attendait un petit peu cette victoire du fiston qui est l'idole un petit peu là-bas aux États-Unis, capitalisant d'ailleurs sur sa personne à la fois les fans du père, et Dieu sait qu'ils étaient nombreux, et les fans de la jeunesse parce qu'il est jeune, bien dans le vent aussi, Dale Earnhardt Jr. Fardeau également lourd à porter, aussi, c'est vrai, magistralement d'ailleurs tenu, mais c'est vrai que c'était un surcroît de pression pour lui. Mais le fait qu'il avait terminé deuxième dans cette course où son père était mort, c'est sûr, l'histoire aurait été encore plus incroyable s'il avait gagné, mais déjà c'était assez étonnant. Alors Kyle Busch vient de prendre, nous dit-on, le pouvoir, alors que... Oh là là, mais Denny Hamlin, qu'est-ce qu'il nous fait là, comme rentrée au stand un peu rock'n'roll? Il y a Gigi Yeli également derrière. Alors est-ce que ce sont les premiers arrêts au stand sous régime de drapeau vert qui ont commencé? Tout à l'heure on nous avait indiqué peut-être à partir du 50e, 55e tour, mais pas du tout, c'est beaucoup plus tôt. C'est peut-être un petit peu tôt, alors est-ce qu'il se décale Denny Hamlin et Gigi Yeli? Bah peut-être. Hein. Ah non mais c'est un peu... Bon, du côté de Denny Hamlin, vraisemblablement il n'y a pas photo, il y a crevaison à l'avant droite, donc de toute façon lui devait rentrer. Mais est-ce que Yeli derrière n'est pas en train de se décaler? Oui, à suivre. Normalement on tient plus longtemps. Ouais, en tout cas cet arrêt de Denny Hamlin met à mal le pronostic de Statistic Man sur le forum de Motors TV qui le voyait bien pour la victoire. Ah bah attendez, pourquoi pas? Parce qu'imaginez qu'après il y a un big one, que tout le monde s'arrête, lui s'est décalé. Tout reste largement possible, enfin disons qu'a priori Denny Hamlin va repartir à un tour. Bernie Lamar qui s'est arrêté également vraisemblablement pour un arrêt de routine. Oui, mais j'ai quand même l'impression que le coup d'envoi est donné. Hein. Là, il y a quand même une tendance qui s'amorce, c'est incontestable. Et j'ai l'impression qu'on s'arrête plus tôt que prévu, tout à fait. Alors, quels sont les autres pronostics? Alors voilà, pour finir sur les pronostics, Mike nous dit qu'il voit bien Tony Stewart l'emporter en l'absence de Dale Earnhardt Jr. Pour Laurent Soul, c'est Martin Truex Jr. fort de ses 2 victoires déjà ici, qui va en signer une 3e de suite. Pour Manu, c'est Carl Edwards. Pour Dale 88, c'est Tony Stewart également. Statistiquement, on l'a dit, donc Denny Hamlin pour lui. À voir évidemment. www.motorstv.com forum V8 NASCAR Busch pour nous faire part de vos pronostics au fur et à mesure de l'évolution de la course. Nous, on ne s'est pas mouillé d'ailleurs. Non, c'est vrai, mais j'étais en train de réfléchir. Alors moi, tous c'est vos clair, pronostics Kevin Harvick, sont, oui, allez, tous vos pronostics sont bons parce que sur une course comme ça, il y a quand même une part déjà un peu de loterie. Il faut quand même être honnête. Alors bien sûr, il y a des favoris. Il y a des histoires qui seraient très belles. Une victoire de Truex Junior, ce serait évidemment formidable. Mais on peut dégager 10 vainqueurs potentiels et personne ne sera ridicule en citant ces 10 noms. Donc après, c'est un petit peu une chance et on verra avec les circonstances de course. Allez, je vais me lancer puisqu'il faut bien. On va dire Clint Bowyer. Pourquoi pas que Clint Bowyer franchisse un palier supplémentaire. Je dis pas ça parce que je crois vraiment que Bowyer peut gagner absolument, non, mais j'aurais tendance à dire dans la carrière de Bowyer, il y a une progression assez nette, mais pas exceptionnelle. Hein. C'est pas Carl Edwards qui éclate au plus haut niveau tout de suite et qui gagne 4 courses. Oh, attention, avec un premier incident, ben voilà, la première neutralisation. Que malheureusement, dommage là parce qu'il aurait pu passer. Ouais. On a pris un petit coup dans la portière au passage. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour Denny Hamlin. M'inquiète un petit peu. Non, ça, c'est de toute façon pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui se sont arrêtés, hein, que ce soit Hamlin, Yeli, Bernie Lamar qu'on a vu également, parce qu'avec interruption et drapeau jaune, évidemment, tous les autres vont rentrer. Et donc. Donc ils resteront à un tour. Non, ça va. Cette voiture verte m'inquiétait. Vous croyez que c'était. J'avais peur que ce soit Yeli. Non, ça n'est pas lui. Non, vraisemblablement c'est Derek Kopp, il me semble. Bon, donc c'est à l'arrière un peu du peloton que ça s'est passé. Le 72, hein, c'est Denis Neuenberger. Bon, donc confirmation que c'est bien l'arrière du peloton. Et non, c'est ça, c'est Derek Kopp. Hein. Bon, ce sont un peu les seconds couteaux, hein, sans vouloir être méchant. C'est ça, c'est à l'arrière du peloton. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit bien les voitures. C'est peut-être Regan Smith qui est à l'origine, ouais. Et finalement, il y a une justice sur le fait que derrière il soit lui aussi impliqué. C'est que c'est lui qui va là il n'a pas de chance quand même, Regan Smith, parce que envoyer en l'air d'Eric Kopp, ouais.
Après, il se fait toucher alors qu'il pensait bien passer. Mais comme il était un petit peu responsable au début, peut-être. Ah oui, clairement. Ben voilà. Vous voyez comme quoi les bumps, hein, c'est pas anodin. On peut se pousser, on peut gagner des places, d'accord, mais on peut aussi carrément s'envoyer dans le décor. Il y a des débris qui volent un petit peu sur la piste. Et derrière, arrivé un gros peloton, celui des leaders, carrément. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de voitures d'intervention. Hein. Là, on ne peut pas dire qu'au niveau de la sécurité, on ne soit pas bien organisé à Talladega. Donc, selon le jeu de mots consacré, dégâts à Talladega. Bah oui, on est obligé de le faire. Oui, non, bravo. J'espère qu'il y a autant de voitures autour des deux autres voitures impliquées, pas seulement pour Derrike Cope. Bien sûr, tout le monde va se précipiter dans la voie des stands. Alors, nos amis américains étant partis en pub, j'espère qu'on va pouvoir suivre à peu près un arrêt comme il faut. Ou en caméra embarquée, après tout, pourquoi pas, ça changerait. Donc là, on est avec Kyle Busch, si je ne m'abuse. Alors, faut voir si finalement... Non, je croyais qu'on rentrait dans la voie des stands, mais en fait, on emprunte la voie des stands du fait peut-être de la position des véhicules d'intervention. Et une nouvelle fois, cette caméra embarquée qui nous permet de voir cette position de conduite si particulière, propre à la NASCAR, très très près du volant, pour évidemment solliciter le moins possible les bras, la fatigue des bras sur l'ovale. Je me rends compte qu'on a la localisation de nos internautes. J'avoue que j'avais jamais fait attention, c'est le cas de le dire. On est dans les aveux. Et Statisticman est originaire de Béziers. Eh ben, belle ville, très belle ville. Et bonjour à tous. Mais non, mais je découvre, honnêtement. J'allais tout de suite voir les messages. Moi, je faisais pas attention aux localisations. Vous voyez, on a beau être à Motors TV tous les jours, on en découvre tout le temps. Alors, le classement, en tout cas, c'est bien le leader avec lequel nous sommes. Hein. Kyle Busch, indiqué devant au bout de 45 tours. Devant Rick Sorenson, Kevin Harvick, Brian Vickers, Carl Edwards. Et apparemment, la voie des stands vient de s'ouvrir. Donc, tout le monde va pouvoir s'y engouffrer. Et on en profite un peu pour se désaltérer. Rappelons également que ce week-end, beau programme avec demain, Manu, les World Series by Renault, deuxième course à Zolder. Hein, on vous retrouvera en compagnie de Fabrice Valfish. Mais juste avant, il y aura la deuxième manche du DTM depuis l'Eurospeedway de Lausitz. Vous retrouverez Jean-Luc et Marc Minari. Et comme d'habitude, bien superbe duel en perspective entre les Mercedes et les Audi. Rendez-vous à 13h45 demain. Hein, ne manquez pas ce rendez-vous. Kevin Harvick, le leader du championnat, qui s'arrête au stand au même titre, vous l'avez vu, que Rick Sorenson également. Et que tous les autres ou presque. Oui, il était deuxième, Rick Sorenson. Je soupçonne même que Kyle Busch, également le leader de la course, soit arrêté. On va suivre ça. Oui, non, là, c'est clair. Tout le monde rentre, profitant de cette neutralisation qui tombe bien. Bon, alors logiquement, ça devrait permettre à Denny Hamlin et Gigi Ellie, pourquoi pas, de récupérer peut-être leur tour de retard. Ça va être peut-être un tout petit peu juste. Il va falloir suivre. Hein. Pour l'instant, ils sont pointés respectivement 34 et 36e. Ah oui, non, a priori, ils ne peuvent pas retrouver leur tour. Hein. Ça va être difficile. Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire un tour pendant que les arrêts qui durent 20 secondes, c'est quand même bien plus rapide. Alors peut-être certains comme Michael Waltrip peuvent se décaler encore d'un ou deux tours et occuper provisoirement la tête. C'est le cas, hein, Michael Waltrip devant John Wood. Mais on va faire le pointage à la sortie des stands et voir qui s'en est le mieux sorti dans le groupe des leaders. Ce serait peut-être Kyle Busch. Attention, il y avait un pneu qui se baladait, peut-être celui de Kenny Wallace, qui est bizarrement installé. Vous voyez, pendant ce temps-là, dans les stands, ça bricole. Oui, on prépare son matériel. Et Truex Junior. Alors, est-ce lui finalement? Là, c'était serré avec Paul Ménard, tiens, qui est tout en noir. Oui. Lui aussi, peinture spéciale Dale Earnhardt. Bien sûr, oui, parce que c'était la couleur de... Et où est Kyle Busch alors? Kyle Busch, soit il était déjà passé, soit c'est catastrophique.
Ouais, je pense qu'il Il était déjà passé. Voilà. Oui, on voit ouais, Truex là derrière. Donc Kyle Busch devant Truex. Mais c'est intéressant et ça nous rappelle la NASCAR Busch 2004 avec le duel entre ces deux hommes qui se battaient pour le titre. Ah, c'était une belle année finalement, parce que cette année, on va pas se plaindre, mais quand même, c'est vrai que Kevin Harvick a un petit peu tué le suspense en ce début de championnat. La saison est suffisamment longue pour que ça puisse un petit peu évoluer quand même. Mais à l'époque, Truex, Kyle Busch, c'était vraiment très serré. Et ils étaient jeunes, ils étaient pratiquement rookies, ils arrivaient, ils gagnaient, et ça s'est joué jusqu'au bout pratiquement. Ouais, du reste, c'était un petit peu pareil l'an passé avec la nouvelle garde, Clint Bowyer, Carl Edwards, Rins Sorensen. Et c'est vrai que cette année, les rookies sont un petit peu plus discrets, à part sans doute Bernie Lamar et Mark McFarland qu'on voit aux avant-postes de temps en temps, même s'ils ont un peu de mal à se maintenir sur la régularité des courses. Mais il reste que, c'est vrai, les rookies cette année sont moins brillants. Moins de possibilités de se mettre en évidence, moins de prodiges peut-être qui arrivent également, parce que sans vouloir employer des grands mots, Kyle Busch, c'était évident, était déjà considéré lorsqu'il est arrivé à 18 ans comme un prodige en devenir. Le petit frère de Kurt Busch, qui était déjà un pilote confirmé Nextel, quoique encore assez jeune. Et Kurt Busch, lui, a déjà un titre dans la poche. Ça arrivera peut-être un jour à Kyle. Alors, le classement au 47e tour, c'est-à-dire une fois les arrêts effectués, c'est John Wood qui est pointé désormais leader devant Kyle Busch, Martin Truex Jr., Johnny Sauter. Autrement dit, John Wood vraisemblablement ne s'est pas arrêté. Oui, et il va le faire après parce que... Et ça ne serait tardé sans doute. C'est pas possible qu'il soit passé devant tout le monde, ou alors il a changé que 2 pneus, ou pas 2 pneus du tout, allez savoir. Oui. Mais et alors du côté de Denny Hamlin et Gigi Ellie, confirmation, ils sont revenus dans le même tour, mais ils sont très très loin, puisqu'ils pointent respectivement en 34e et 35e position. Je suis même pas sûr d'ailleurs que Denny Hamlin soit dans le même tour. Et un tour. Yeli est dans le même tour, mais Denny Hamlin, lui, est le. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle interruption très rapidement pour lui, pour qu'il soit le lucky dog et qu'il puisse récupérer son tour. À se demander si Hamlin n'a pas perdu beaucoup plus de temps qu'on ne l'a vu à cause de cette crevaison qui aurait pu survenir dans le tour précédent en quelque sorte. Vous voyez, il a peut-être dû faire pratiquement un tour complet avant de pouvoir s'arrêter. Et c'est peut-être là déjà qu'il a concédé son tour. En tout cas, nous sommes donc avec le leader virtuel, Kyle Busch, 2e position sur la piste. Mais très vraisemblablement, l'homme fort en tout cas de ce début de course. On attend le restart ici à Talladega, mais on voit que les véhicules continuent d'intervenir sur la piste pour tout déblayer. Un petit récapitulatif avec les fameux mots, messieurs, démarrez vos moteurs. Il n'y a pas de femmes effectivement au départ. Tony Stewart, des têtes d'affiche de la journée, eh bien il prend la tête assez vite finalement, et c'est lui qui a été le plus en vue depuis le début de la course. Les petits drafts, les bumps pour le draft exactement. Donc on se pousse et on s'aspire. En ligne droite on peut, en virage normalement on ne peut pas. Bon, en tout cas avec extrême modération, règle édictée depuis Daytona, confirmée plus ou moins ici, à savoir qu'on n'a pas tapé du poing sur la table de la part de la NASCAR, mais on a dit bien sûr on continue sur la même lancée qu'à Daytona. Et puis cet accident donc impliquant 3 voitures, Derek Cope, Regan Smith et Denis Neuenberger, et qui a causé le drapeau jaune sous lequel nous sommes toujours. Heureusement, pas de soucis pour les pilotes. Vous le voyez, ils vont aller faire un petit check-up du côté du centre médical comme l'usage le réclame. Mais a priori, ça va pour les 3 pilotes impliqués dans cet accident. Alors effectivement, John Wood qui a fait l'intérim devant s'est arrêté. Donc on va bien reprendre les ténors. Kyle Busch, Martin Truex Jr. et la surprise quand même, Johnny Sauter, 3e. Excellent arrêt au stand. Et c'est vrai que du coup, les superstars sont un petit peu plus loin. Biffle, 5e. Harvick, 9e. Tony Stewart, 12e. Bon, c'est pas dramatique, bien évidemment, mais on n'est plus tout à fait aux premières places. Et attention à Brian Vickers, il est toujours en 11e position. Brian Vickers, il s'est
déjà montré en tête pendant 2 tours. Et il n'est pas impossible que Brian Vickers soit lui aussi un petit peu caché, on va dire, en ce début de course et qu'on le voit sur la fin de course. C'est bien évidemment un client à surveiller. Paul Tracy, 34e, comme son numéro en course. Un tour derrière. Ouais, ça va pas très bien quand même pour Paul Tracy. Et Denny Hamlin, confirmation, est bien à un tour. Lui aussi. Du reste, il me semble, c'est vrai que Paul Tracy a un apprentissage de la NASCAR bien plus difficile que ce qu'il supposait, puisque lui qui avait décidé de se lancer définitivement dans la NASCAR et quasiment de tirer un trait sur le Champ Car, a vraisemblablement reconduit son contrat en Champ Car pour encore une saison. Preuve que sans doute l'apprentissage de la NASCAR est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors que fait Denny Hamlin devant Kyle Busch? Là c'est quand même assez c'est étonnant. le premier en retard. Bah oui, mais normalement il aurait dû être dans la ligne en dessous. Ce qui est le cas de Bernie Lamar également. Mais là, curieux, là, le positionnement de Denny Hamlin. Alors, va-t-il effectivement concéder ce tour si Kyle Busch le double, ou va-t-il concéder un deuxième tour? Là, je demande à voir. Le problème, c'est qu'il est très rapide, Denny Hamlin. Donc, forcément, voilà, pour Kyle Busch, il va falloir s'employer pour aller le chercher. Voilà, et Truex qui prend une voie extérieure. Voilà, allez, chacun se positionne derrière Truex. On parle là de la ligne extérieure. Et Kyle Busch qui vient carrément se positionner en haut aussi. Étonnante là la trajectoire de Busch. Et c'est Truex qui va passer devant. Ouais, Truex pour la première fois en tête. Ouais, Truex du reste qui emmène son coéquipier Paul Menard avec lui. Biffle derrière qui suit également, et ça serait pas forcément étonnant. Bowyer aussi qui est là. Et vraisemblablement pour l'instant c'est la trajectoire extérieure qui paraît la plus rapide. En tout cas, tout le monde passe. Regardez Kyle Busch qui va se retrouver 7e ou 8e. 6e peut-être. Reed Sorensen qui se faufile au milieu. Et Tony Stewart, ça y est, on le revoit, suivi par Kevin Harvick. Bon, les deux peuvent céder parce que l'un pilote la voiture de l'autre. Évidemment, Tony Stewart au volant de la voiture numéro 33 du Kevin Harvick Incorporated. Autant vous dire qu'entre les deux, il ne va pas forcément y avoir énormément de bagarres et de gros bums. Ça va plutôt se jouer stratégie d'équipe. Je te ramène sur le devant de la scène. Du reste, une victoire de Tony Stewart ferait forcément les affaires de Kevin Harvick pour le championnat. Allez, petite séquence Crank It Up, vous mettez le son à fond et vous dégustez le son original de la NASCAR. On a bien du mal à ne pas avoir le sourire aux lèvres devant ces belles images de la NASCAR. Là, c'est vraiment Talladega comme si vous y étiez, hein, avec cet échange entre les plans larges de virage, le peloton lancé à pleine vitesse, plus de 310 km/h pour toutes ces voitures. Et derrière les caméras embarquées, vous le voyez, où on est vraiment portière contre portière. C'est vraiment magnifique. Voilà le spectacle de Talladega. Vous avez bien fait d'être avec nous ce soir. Et le DEI qui prend le pouvoir. Martin Truex Jr. devant Paul Menard. Ah, c'est souvent des équipes, hein. Joe Gibbs tout à l'heure pour Eli Hamlin. Ensuite, Vickers Busch, c'est Hendrick. On a eu aussi donc pratiquement, on va dire, Harvick et Stewart, ça peut marcher ensemble. Et puis maintenant, voici Truex donc et Paul Menard. Gigi Eli. Ah, il a gagné des places depuis 4 tours. Mais il est encore, allez, il est même 19e maintenant, hein. Ça a encore progressé. Le tableau ne nous l'a pas indiqué, mais il est même dans les 20 premiers, alors que Denny Hamlin 35e. Ça arrange pas du tout.
Ah, il remonte du Dielli, mais évidemment, il faut qu'il soit extrêmement prudent dans le peloton pour éviter l'accrochage qui serait cette fois synonyme quasiment d'oubli de victoire pour lui. Il peut encore y croire. La course est encore longue, mais c'est vrai qu'il va falloir maintenant qu'il s'emploie et qu'il soit peut-être un tout petit peu moins attentiste, Gigi Elli, que sur ce début de course. Bon, en tout cas, on a le temps, on va dire, encore un petit peu de s'observer, de prendre sa position. On n'en est qu'au 54e tour. Et c'est donc pas encore la mi-course, d'ailleurs. Mais bon, ça va pas tarder quand même, la grande explication. Et rappelons que, comme toujours, plane la menace du Big One, du grand carambolage, qui peut évidemment tout remettre en question. Ouais, en revanche, côté météo, ça s'arrange un peu. Il y a de moins en moins, les nuages sont moins denses dans le ciel de l'Alabama, au-dessus de Talladega. Et vraisemblablement, on croise les doigts, bien évidemment, pour que la pluie ne vienne pas rajouter au spectacle déjà magnifique de cette 10e course de la saison. Tony Stewart a mené 25 tours depuis le début de la course, mais Kyle Busch en est déjà à 10. Donc le score de Stewart est loin d'être encore approché, mais quand même, là, Kyle Busch, ça commence à faire beaucoup. Ah, il me semble que Brian Vickers a dépassé Martin Truex Jr. pour la deuxième place. Ouais, c'est Vickers là, qui est en deuxième position maintenant. C'est pas Carl Edwards? Non, c'est Vickers. Non, il me semble même que c'est Vickers. Ouais, c'est noté également Edwards, la très belle 9e, 4e place de Mike Wallace. Ouais, c'est tout à fait le 56 de Vickers. Allez, petite pause et on revient très vite ici à Talladega. Retour à Talladega pour la 10e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Et vous le voyez, c'est toujours Kyle Busch qui mène devant Carl Edwards. Tony Stewart est remonté aux avant-postes. Il est en 5e position pour l'instant. Et la bagarre pour la 2e place entre Brian Vickers et Carl Edwards. Oui, le classement qui ne cesse d'évoluer tour après tour. On nous indiquait Edwards en tête. Ben oui, c'était au tour précédent. Sauf que là, apparemment, Busch a repris le commandement. Mais bon, on a vraiment un peu toujours le même groupe qui se maintient bien devant. Figurez-vous que les 25 premiers sont dans les mêmes 2 secondes. Attention, ça c'est un vrai bump. Oui. Il ne faudrait pas qu'il soit plus fort quand même entre coéquipiers. Brian Vickers et Kyle Busch. Alors, est-ce que la 10e victoire dans sa carrière ce soir pour Kenny Wallace? Parce que mine de rien, il est en 4e position. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de cette course, mais il est là. Il fait une très très belle course, extrêmement sérieuse. Et attention, lui, on le sait, il a largement l'expérience pour aller, pourquoi pas, coiffer les réguliers de la Nextel. Vous voyez, c'est son 10e départ en NASCAR Busch ici à Talladega. Il a déjà 4 top 10, mais là, il est particulièrement bien placé. Alors, attention, qu'est-ce qu'on nous indique? Le gros bump peut-être de Tony Stewart sur Carl Edwards. Oui, là aussi, c'est limite entre le bump et le pousse-toi de là que je m'y mette. C'est quasiment la poussette. Oui. Et d'ailleurs, nous sommes en caméra embarquée avec Carl Edwards qui va peut-être en profiter de ce bump pour aller récupérer la 2e place. C'est fait et pourquoi pas la tête de la course. Allez, la caméra qui pivote et on voit le travail du pilote. Ouais, superbe axe, incontestablement. Ces caméras pivotantes, c'est absolument génial. Allez, Vickers qui en rajoute une couche sur Kyle Busch. Et voici Kenny Wallace, numéro 22, on le voit juste derrière. Ouais, Brian Vickers et Kyle Busch, membre de l'équipe de Rick Hendrick. Donc là, c'est clairement un travail d'équipe. Ouais, ça explique aussi les petites poussettes qu'on voit de Brian Vickers sur Kyle Busch en ligne droite pour essayer peut-être de lui faire gagner un tout petit 10e de km/h supplémentaire, mais qui permettra de faire la différence au bout de la ligne droite. On a dépassé le cap de la mi-course. Et bientôt 1 heure de course également. Donc là, on va vraiment rentrer, voilà, 1 heure pile. On va rentrer dans le vif du sujet. Le record au niveau de la course ici à Talladega remonte à 97 avec Mark Martin.
qui avait signé la victoire en 1h50 minutes et 32 secondes à une vitesse moyenne de 168,937 miles par heure. Ça fait quand même du 271 de moyenne sur 2 heures de course. Mais si ça continue comme ça, une seule neutralisation, c'est vrai que ça peut aller très très vite. Et Kenny Wallace vient de s'emparer de la 3e place. Devant Mike Wallace. Oui, alors là, les frères Wallace qui sont en train de nous faire un grand numéro. Kenny 3e avec sa Ford numéro 22. Mike 4e avec sa Dodge numéro 1. C'est vrai qu'on ne les attendait pas à pareille fête. C'est vrai que dans le classement des familles, là, les Wallace sont largement devant les sauteurs. Alors, Johnny Sauter, où est-il? Tout à l'heure, il était très très bien placé. Il est 19e seulement. Jay Sauter, 26e. Et Tim Sauter, 33e. Oui, là, la famille Sauter, c'est indigne. C'est en tout cas moins bien que la famille Wallace, incontestablement. Et du côté de notre invité Paul Tracy, 38e. Et je peux vous annoncer que Paul Tracy est au stand depuis 17 tours. Ah oui, eh bien oui, on ne l'a même pas montré à l'image, mais il faut quand même le dire. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu nous en dire un petit peu plus. Paul Tracy, 47 tours seulement au compteur. Ça fait 16 tours qu'il est au stand. C'est bien dommage, c'est une course totalement anonyme pour Paul Tracy. Un peu décevant évidemment pour lui, même dommage pour nous parce qu'on aurait bien aimé voir Tracy, comme c'était le cas à Daytona, revenir pratiquement dans le top 10. En début de course, il avait été capable de le faire. Mais là, aujourd'hui, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et au niveau des abandons, bien sachez que déjà ont abandonné Neuenberger, Cope et Justin Ashburn et Randy McDonald. Regan Smith est reparti, mais il est à 20 tours. Et Curtis Davis a perdu lui aussi 3 tours. Et Denny Hamlin, je surveille son classement, est toujours à un tour en 34e position. Et Michael Waltrip, qui est quand même un grand spécialiste aussi des super speedway, parce qu'il a gagné partout avec son équipe DEI lorsqu'il en faisait partie. Michael Waltrip, 30e seulement. Bon, il est à 3 secondes du leader, vous me direz, hein, c'est pas dramatique, mais bon, on l'a pas vraiment vu aux avant-postes, hein, sauf tout à l'heure lorsqu'il s'est décalé pour les arrêts au stand, mais sinon il est vite retombé dans le paquet. Allez, Kyle Busch qui va aller boucler son 20e tour en tête. Eh oui, mais il se rapproche du score de Stewart. Mais attention parce qu'il est toujours là. Oui, ce dernier, 3e position. Quand son spotter va lui dire, tiens, au prochain tour, il va te doubler au niveau du record des tours passés en tête, Stewart va se réveiller. On va aller savoir. Oh, il n'est pas vraiment endormi. Hein. Non. Et regardez, justement, on le disait, il n'est pas endormi. Tony Stewart est bien aidé par Martin Truex Jr. et vient d'aller se porter en tête, mais il ne va pas la garder longtemps la tête, puisque Martin Truex Jr., vous le voyez, profite de ce petit pump de Stewart pour récupérer la tête de la course devant Kyle Busch. Brian Vickers toujours 4e et Stewart qui rétrograde un petit peu maintenant. Il se retrouve à la 5e place. Attention, ouais. Il y a eu un contact. Oh, la voiture qui part en tonneau. Oh, terrible image ici à Talladega. Eh bien voilà, c'est pas encore le Big One, mais voir Tony Stewart sur le toit. Quelle image. Ouais. Oh là là, terrible Tony Stewart, un petit contact et ça suffit pour envoyer Tony Stewart, le double champion Nextel Cup, en tonneau. Terrible, incroyable ici à Talladega. Et le malheureux Danny O'Quinn Jr. qui a été impliqué dans le crash, lui ça va tout seul. Vous l'avez vu, il est en train de reprendre tant bien que mal la piste pour aller au stand. Et bien évidemment on va immédiatement s'intéresser à ce qui s'est passé pour Tony Stewart, voir ne serait-ce que s'il bouge dans la voiture, ouais. Parce que c'était quand même un énorme choc, hein. Ouais, avec une position plus qu'inconfortable, mais bon, on a tendance à dire, bon, la voiture s'est juste retournée, elle a glissé ensuite, mais quand même, hein, un accident très très sérieux qui implique ni plus ni moins que Tony Stewart. Juste après un petit contact, il est parti en travers et là, évidemment, la voiture airborne, comme on dit aux États-Unis, donc qui décolle comme un avion privé d'appui. Et évidemment, on a une image très impressionnante. Bon, on a évité quand même le Big One, il faut bien le reconnaître. Et oui, là, pauvre Tony Stewart, là, ça va vraiment pas être agréable. Et voilà, du côté de son équipe, on est catastrophé. Et on a raison de l'être parce que là, quand même, c'est le genre d'image qu'on n'aime pas voir. Ouais, en plus, c'est vrai que le gabarit du pilote ne va pas forcément aider à le sortir de la voiture, hein.
Allez, ouais, mais oui, c'est ça, il y a le filet là qui est mal placé. On est un peu inquiet quand même. Bon, on va avoir tous les ralentis, hein, certainement d'ici quelques instants. Le crew chief, de toute façon, lui doit être informé de l'état de santé éventuel de Tony Stewart, bien évidemment, puisqu'il est en liaison radio avec lui. Alors, c'est vrai que là, on est du côté... pourtant, il y a le filet normalement, mais là, il y a autre chose qu'il faut enlever. Est-ce que c'est un bout de carrosserie qui s'est décalé en quelque sorte? Est-ce qu'il va falloir littéralement désincarcérer Tony Stewart? Peut-être parce que l'équipe de désincarcération est sur place. Deuxième neutralisation en tout cas, et là, évidemment, une raison très très sérieuse. Et là, tête en bas. On va peut-être essayer de retourner la voiture, vraisemblablement, avant de sortir Tony Stewart. Et oui, et ça donc, ça implique la superstar ce soir, Stewart. Champion Nextel en titre, qui part à la faute. Alors on va voir ce qui s'est passé pour lui. Image extrêmement spectaculaire, hein, la voiture qui décolle. Alors il est où le 33? Alors il est là. C'est avec Kenny Wallace, je crois. Il se rabat un tout petit peu. Il y a contact là. Ah, est-ce qu'il se rabat pas un petit peu trop quand même Tony Stewart? Et là, regardez la voiture qui décolle littéralement. Quelle image! Quelle image! Et là, il y a aussi un contact supplémentaire. Avec O'Quinn Junior, mais les feux jaunes qui s'allument, vous voyez, très très vite, mais on va dire 1 à 2 secondes après l'incident. Voilà, c'est vrai qu'il se rabat là, Tony Stewart. Et regardez, c'est quoi? C'est un petit contact pratiquement inévitable et il n'y a rien à dire, ça peut arriver. Là où il est vraiment malchanceux, c'est la voiture qui décolle complètement là, par l'arrière. Phénomène d'aspiration évidemment. Et bien comme un avion. L'aérodynamisme de la voiture qui la plaque d'habitude au sol, d'éclair s'engouffre. Ah ça y est, il est sorti Tony Stewart, il est là. Ouais, j'entendais bien une clameur et ça devait être pour ça, mais confirmation, il marche, il est là Tony Stewart. C'est vrai qu'il est solide, hein, ça à ce niveau-là, mais bon. Pilote costaud, mais bon, c'est quand même un gros choc. Hein. Évidemment, on va l'emmener en ambulance. Et on en profite du côté peut-être des leaders pour s'arrêter. La course continue, hein, the show must go on. Et on aura le temps d'y revenir sur Tony Stewart. Mais là, évidemment, dans les stands, il y a une bataille qui s'est engagée avec Lynn Bowyer qui repart, mais qui se fait un peu avaler là aussi. Kyle Busch est reparti devant Martin Truex Jr. Et derrière, il me semble que c'est Brian Vickers qui a pris le meilleur sur Carl Edwards. On va essayer de revoir ça. On est en caméra embarquée avec Carl Edwards. 9e place pour Scott Riggs. Oui, Scott Riggs, on n'en a pas parlé, mais c'est bien lui qui a le numéro 9 ce soir avec la voiture de Ray Evernham. Alors, autre axe de prise de vue. Ça peut être... on est avec Kenny Wallace. Alors, on va peut-être voir la voiture décoller par l'arrière. Ah non, c'est la voiture de... elle est devant là. Il est devant. Voilà, elle est là. Oh là là, regardez-moi ça. Comme ça retombe vite et fort. On est dans un film là, hein. C'est une cascade là. La fiction dépasse la réalité pratiquement. Allez. En tout cas, c'est une image bien évidemment qu'il faudra garder de cette saison 2006. Et là, regardez le public qui se lève et qui, oh là là, qui voit cette image incroyable sous ses yeux. Là, ça va faire tout drôle de voir ça en vrai. Et Darrell Waltrip, le consultant de la télé américaine, qui dit que selon lui, effectivement, Stewart se rabat quand même un petit peu trop et nul doute que Kenny Wallace ne peut pas faire grand chose. Oui, et aurait dit a sûrement pensé dans sa voiture, non Tony, non, ne descends pas plus, j'arrive, je suis là. Et faudrait voir effectivement si c'est pas ce qu'a pensé Kenny Wallace, mais on voit pas trop quoi reprocher à Kenny Wallace qui était sur sa ligne, qui continue, qui change pas de ligne. Et c'est vrai que c'est Stewart plutôt qui vient un petit peu en contrebas. Mais bon. Il a aussi peut-être petit problème de communication avec le spotter, tout simplement. Il n'a pas précisé qu'il n'y avait pas exactement la place pour se rabattre. Et la conséquence, c'est le cabriole. Quelle image de cette voiture de Tony Stewart qui glisse sur le toit. Ouais, voilà Bien décidément, Tony Stewart, tous les ans, il trouve le moyen d'être dans les meilleures images de la NASCAR Busch. On se souvient l'année dernière de son passage dans l'herbe à Daytona qui ne l'avait pas empêché d'aller signer la victoire en restant pied au plancher.
eh bien cette année, on retiendra cette énorme cabriole en ce qui le concerne. Oui, image très spectaculaire donc. Tony Stewart va bien, c'est l'essentiel. Mais il n'est plus là dans la course. Danny O'Quinn également est signalé comme arrêté. Curtis Davis, Paul Tracy serait reparti, mais il est à 18 tours. Regan Smith n'est plus là, Denis Neuenberger n'est plus là, Derek Cope n'est plus là, Justin Ashburn n'est plus là, Randy McDonald n'est plus là. Pas de Big One pour l'instant, mais enfin ça on va dire ça, c'est pas un drame s'il n'y a pas de Big One, bien au contraire. Mais là c'est quand même très impressionnant et ça vaut bien un Big One un petit peu plus fou peut-être, mais ne serait-ce qu'une voiture en tonneau, déjà ça le fait bien au niveau spectacle. Ouais, et puis attention, il reste encore 47 tours, il peut s'en passer des choses dans cette course. Et le fameux Big One tant attendu à Talladega, parce que c'est vrai que c'est quasiment un inconditionnel du rendez-vous, eh bien ce Big One peut encore largement arriver. Évidemment, on ne le souhaite pas. Non, mais la fin de course aidant, les appétits... l'excitation. Voilà, l'adrénaline qui monte, il faut gagner sa place, il faut gagner des places. C'est clair que là, on va rentrer dans le vif du sujet et qu'il va y avoir évidemment des risques encore plus grands, avec notamment un restart, là où tout le monde va se trouver regroupé. Alors, combien y a-t-il de voitures dans le même tour ? Il y en a quand même 32. Donc, c'est beaucoup. C'est John Andretti qui est le dernier dans le même tour, 32e. John Andretti qui, figurez-vous, a 20 départs ici en Nextel. Ah oui, mais c'est son premier. Mais en bouche, tout à fait. Le plus vieux des rookies. Il a quand même une pole en Nextel. 4 top 10, 48 tours en tête, mais pas de victoire en 20 départs ici. Et là encore, des statistiques assez moyennes. Puisque je crois que sa moyenne de place à l'arrivée, c'est au-delà de 20. Donc c'est un peu le cas toujours de John Andretti. D'ailleurs, John Andretti, j'en profite pour vous signaler, est diffusé à partir de cette semaine le premier numéro d'une série de documentaires consacrés aux éditions des 24 heures du Mans des dernières années qui nous ont marqués. Et eh bien, vous allez voir l'année 88 la semaine prochaine. Eh bien, sachez que alors c'est à partir de mardi, je crois. Surveillez sur motorcv.com la grille et l'horaire, mais à partir de mardi donc, Road to Le Mans, tous les chemins mènent au Mans, 1988, 1 heure avec les meilleurs moments de cette édition. Et je peux vous dire, John Andretti était au départ des 24 heures du Mans 88 avec son oncle et son cousin Mario et Michael dans la même voiture, une Porsche officielle, ni plus ni moins. Donc ça, faudra regarder. My soul feels stained. I can't explain, gotta itch my brain. Lately, my whole aim is to maintain and regain control of my mainframe. Nowhere to go, gotta shake this anxiety. Got me feeling strange, paranoia took away from me. And it's weighing me down, and I can't run any longer. Y'all needs to break anxiety. Say that this, say that. Paranoid, run me. Eh bien, le show de Talladega a également été au rendez-vous ce soir avec cette figure libre ô combien spectaculaire de Tony Stewart. Regardez, si vous nous rejoignez, eh oui, tonneau pour le double champion Nextel Cup, suite à un tout petit contact avec Kenny Wallace, et ça suffit pour faire plusieurs centaines de mètres sur le toit. Après donc un tonneau où ça retombe quand même au niveau de la voiture très très lourdement en piste, on était à 300 km/h. Et donc, eh bien oui, cette image, seule la NASCAR est capable de nous l'offrir. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Voilà, on va la revoir sous plusieurs angles. Et puisque vous parliez tout à l'heure du Mans, LFB, ça nous fait un petit peu penser également à la Mercedes qui avait décollé dans la ligne droite. En 99. Des images, toujours aussi spectaculaires que ces voitures qui se retrouvent projetées en l'air du fait de l'aérodynamisme. Et là, vous l'avez vu, effectivement, il y a une petite trappe en haut qui sert un peu d'aérofrein finalement au niveau de la NASCAR. Et le pilote peut sortir par des trappes qui sont aménagées sur le toit. Et après, bien sûr, structure tubulaire sur laquelle on place en fait une carrosserie qui peut être une Dodge, une Chevrolet, une Ford, une Pontiac. Enfin, c'est vraiment interchangeable. Et là, effectivement, le cadreur doit... Donc imaginez Tony Stewart dans cette position, la tête complètement à l'envers pendant plusieurs secondes, ça doit faire quand même un petit peu tout drôle.
Oui, sans compter qu'il n'y a pas non plus énormément de place dans l'habitacle. Donc se retourner pour pouvoir sortir n'est pas non plus la chose la plus aisée. Et ça peut expliquer que Tony Stewart soit bien resté 2-3 bonnes minutes dans la voiture avant de pouvoir s'en extraire. Gros plan sur Greg Biffle, pour l'instant 4e de cette course. Oui, mais je me demande... Non, il se positionnait ou il ne laissait pas passer du monde. Enfin, en tout cas, il nous est indiqué 4e. Effectivement, et je crois qu'on le voit. Ouais, là, sur la piste, c'est le cas. Derrière Kyle Busch, Martin Truex Jr. et Brian Vickers. C'est juste devant Carl Edwards, Scott Riggs. Jason Leffler revenu à la 7e place. Jamie McMurray, Paul Menard, excellent 9e devant Clint Bowyer, Kenny Wallace, Kevin Harvick. Et lui, 13e juste derrière Gigi Yeli. Et on va essayer de chercher Denny Hamlin dans ce classement. 27e, Denny Hamlin. Mais la bonne nouvelle en ce qui le concerne, c'est qu'il est revenu dans le même tour. Je crois qu'il devait être le Lucky Dog tout à l'heure. Et suite à cette neutralisation, il a donc récupéré logiquement son tour de décalage. Le Lucky Dog, le chien chanceux, heureux. Oui, à défaut d'être chaud. Oui, qui donc est celui qui est le premier placé à un tour du leader et qui, lorsqu'il y a une neutralisation, est autorisé à revenir dans le même tour. Une compensation qui a été dictée il y a quelques années, suite au fait que les positions ont été figées sitôt le drapeau jaune sorti et non pas au passage suivant sur la ligne d'arrivée. Car on en était arrivé à la situation que Tony Stewart, par exemple, est parti en tonneau et on a aussitôt sorti le drapeau jaune, mais les leaders étaient passés sur la ligne d'arrivée, ce qui fait qu'il y a encore quelques années, tout le monde aurait continué à se tirer la bourre jusqu'au passage suivant, donc pratiquement un tour complet. Et c'est vrai que c'était pas totalement... Et maintenant, donc, on fige les positions sitôt que les drapeaux jaunes s'affiche et s'allume, mais en compensation, un pilote est autorisé à revenir dans le même tour que le leader. Allez, le restart à 45 tours de l'arrivée. Ici à Talladega, toujours Kyle Busch qui mène la meute. Devant Martin Truex Jr., Brian Vickers, Greg Biffle. A priori, on est resté dans cet ordre. Bernard Lamar premier à un tour. Et justement, nous sommes en caméra embarquée avec Bernard Lamar. Attention, on commence à se décaler quand même beaucoup là avec des coups de volant un peu plus rageurs, un peu plus déterminés. Truex s'est bien positionné là avec Biffle. Ouais, et attention derrière, je regardais, il y a une énorme bagarre entre Kevin Harvick et Gigi Yeli qui s'est engagé. Ils étaient vraiment l'un derrière l'autre, collés. Ah, c'est Biffle qui va boucler ce tour en tête. Très belle 3e place de Scott Riggs. Danny O'Quinn Jr. en interview. Vous savez, c'est vraiment Talladega, ça peut arriver à tout moment. Ah oui, regardez la poussière là, suite à l'intervention sur la piste. Là, oui, ça a dû faire aussi un petit peu, ça a dû surprendre un petit peu quand même tout le monde. Hein. Mais y compris au niveau de l'adhérence, évidemment, qui a été modifiée du coup. Bon, Danny O'Quinn qui dit que ça va. Évidemment, c'est Talladega, ça peut arriver. Il n'a pas eu de chance, mais bon, on va essayer peut-être de continuer à réparer la voiture, peut-être pour faire quelques tours en fin de course. Oh, regardez, 4 voitures de front. Là, on les a vues. 4 voitures de front avec Clint Bowyer, Jamie McMurray, Kyle Busch et Biffle. Et pendant ce temps-là, il me semble que c'est Carl Edwards qui a récupéré la tête de la course. On va essayer de revoir ça au passage suivant sur la ligne avec Kevin Harvick maintenant qui est à la hauteur de Kyle Busch. Oui, c'est ça, Carl Edwards, leader devant Martin Truex Jr., Brian Vickers, Greg Biffle, Scott Riggs, Paul Menard, Kyle Busch, Kevin Harvick. Ouais, là, incontestablement, Manu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Soudain, tout le monde devient un petit peu plus nerveux. La vraie course est lancée. Et finalement, peut-être qu'ils attendaient simplement d'être débarrassés de Tony Stewart. Ah, c'est vrai que ça doit aiguiser quelques appétits. Ça fait quand même un prétendant à la victoire sérieux qui n'est plus là. Ah oui, donc là on est dans le vif du sujet, incontestablement. C'est parti. Martin Truex Jr. qui a récupéré la tête de course, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est devant Carl Edwards maintenant et Brian Vickers. Et Scott Riggs, tiens, qui se montre aussi. Il y a également alors Jamie McMurray qui arrive à se positionner là bien. Dans les 5 premiers, en fait, il n'y a que Scott Riggs qui n'a pas mené pour l'instant. 25 tours pour Kyle Busch, 5 tours pour Carl Edwards, 2 tours pour Brian Vickers. Quant à Martin Truex Jr., lui, il est dans son 8e tour en tête. Alors, si Kyle Busch mène encore un tour, c'est lui qui aura le plus grand nombre de tours. Pour l'instant, il est ex-aequo avec Tony Stewart. Mais Tony Stewart, évidemment, n'améliorera pas son score. Kyle Busch le peut.
Attention à la bagarre Mike Wallace, Scott Riggs. Vous l'avez vu, on s'appuie un tout petit peu. Ah, ce paquet. Oui, là maintenant on est souvent à 3 de front. Et là on est typiquement dans une situation très big one. Exactement. Attention à Carl Edwards qui vient de prendre le meilleur sur Kyle Busch. Paul Ménard à l'extérieur. Oh là là, Manu, là, on peut commencer à frémir. Là, on a vraiment fait les 3 lignes. Ça nous rappelle d'ailleurs la fin de course de Daytona. Hein. C'était absolument fabuleux. Où il y avait comme ça 4 lignes de 3 pilotes de front pour la victoire. Bon, là, à la rigueur, on serait dans les 10 derniers tours. Franchement, on frémirait encore plus. On s'exciterait comme des fous. Ça sera peut-être le cas tout à l'heure. 41 tours, il y a encore un peu de temps de voir. Mais c'est clair que ça devient chaud de chez chaud. En tout cas, Brian Vickers, pendant ce temps-là, qui en a profité pour aller récupérer la tête de la course devant Kyle Busch et Martin Truex Jr. Maintenant, on fait des points visuels parce que vous l'avez constaté, bien évidemment, la hiérarchie se modifie d'un bout du circuit à l'autre. On n'a même pas le temps en un tour d'avoir une hiérarchie relativement stable. Véritable bagarre au coude à coude, portière contre portière en tête de cette course. Allez, pour l'instant, c'est Vickers. Ouais. Oula, il y a des pilotes qui vont quand même très très haut sur la piste. Et oui, on est pratiquement à 4 de front là-haut. Oh là là là. Allez, Tony Stewart, c'est important. Non, c'était pas trop dramatique cet accident, croyez-moi. Mais c'est de ma faute, j'assume l'erreur, je me suis rabattu. Je n'ai pas gardé ma ligne. Et là, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ah, phrase très honnête de Tony Stewart. Il est vrai que les circonstances, dans ces cas-là, on ne charge pas, mais on avait bien vu qu'il avait changé de ligne. Et c'est pas une situation très, très amusante, croyez-moi, on est la tête à l'envers, mais j'ai eu le temps de parler un peu avec mon équipe. Et en fait, sa plus grande peur au moment où il a décollé, c'est de retomber dans le pack en fait et de se faire percuter. Fort heureusement, ça ne s'est pas produit. Seul Danny O'Quinn Jr. a percuté la voiture de Tony Stewart, heureusement, sans conséquence pour aucun des deux pilotes. Enfin, sans conséquence grave pour aucun des deux pilotes. Je reviens sur l'interview de Tony Stewart. Je suis pas loin de penser que, une fois que tout va bien en quelque sorte, ça n'allait pas un petit peu amuser, en tout cas que ça ne l'amuse pas maintenant. C'est bien dans la philosophie de ces pilotes stock car. Après tout, un petit tonneau de temps en temps, et s'il n'y a pas de conséquences, bien évidemment, c'est plutôt fun, c'est marrant, c'est que l'image fera le tour du pays, que bon. Je me souviens, moi, d'une séquence assez incroyable. Oui, juste pour dire, c'est tout à fait dans le style du pilote Tony Stewart. Voilà, en plus, qui a peut-être brûlé quand même parfois, qu'on adore bien évidemment, mais qui a une philosophie assez spéciale. Lors de la course des champions, lorsqu'elle était encore courue aux îles Canaries, non pas au Stade de France, il y avait Jeff Gordon qui avait débarqué de la NASCAR et qui avait eu droit à un petit tour comme ça du circuit avec Marcus Gronholm en pilote pour un peu apprendre. Donc c'était quand même un bel équipage dans la voiture, Marcus Gronholm et Jeff Gordon. Il y a pire instructeur. Et puis Marcus Gronholm, sans doute voulant faire peut-être un petit peu de zèle ou montrer à Jeff Gordon qu'est-ce qu'on pouvait faire, est parti dans une attaque à outrance. Et tonneau, mais alors là c'était pas comme Tony Stewart, un tonneau et on glisse, c'était tonneau façon rallye, vous voyez, la voiture qui va dans tous les sens, plusieurs tonneaux, etc. Bon. Marcus Gronholm tout de suite, bon, la voiture allait bien, il y avait une caméra embarquée. Marcus Gronholm tout de suite qui se penche sur Jeff Gordon, la tête à l'envers. Ça va, excuse-moi, enfin bon, évidemment très gêné. Et Jeff Gordon qui était là en train de faire wouhou, fabuleux, génial, c'était comme un gamin, incroyable. Là, une image vraiment très étonnante, mais je vous en parle, c'est une authentique anecdote. Ça avait fait marrer Jeff Gordon d'être parti en tonneau comme ça avec Marcus Gronholm. Et pourtant, je suis pas loin de penser que Tony Stewart, ça le fait un peu marrer aussi. Ah oui, complètement. Et pourtant, on peut pas vraiment dire que Jeff Gordon soit le pilote le plus fun ou le plus un peu le fou, le plus tête brûlée du plateau et pas vraiment professionnel. Bien au contraire. Et bien, ça prouve en effet le côté, passez-moi l'expression, un peu rock'n'roll de ces pilotes de NASCAR. C'est vrai que c'est aussi ce qui fait le côté tout à fait sympathique de cette discipline et ce qui fait également, ce qui explique aussi que la NASCAR soit le championnat de sport mécanique le plus suivi aux États-Unis, tout simplement parce qu'il y a
ce côté extrêmement fun, un peu tête brûlée. Et puis certes, on est très professionnel en piste, mais en dehors de la piste, on se prend peut-être un petit peu moins la tête qu'en Europe. Et ma foi, c'est pas vraiment gênant. Allez, 22h42 en direction Motors TV, c'est du live. Paris Saint-Germain vient de gagner la Coupe de France, donc maintenant c'est bon, vous êtes avec nous à Talladega. Et on va s'intéresser à la fin de course, donc c'est pas mal. Parce que vous arrivez au moment où tout va se décider. Vous voulez pas nous donner le score au point où on en est? Je crois que c'est 2-1, c'est ça? Pas mal. Ouais. La NASCAR Busch Series en direct, en intégralité, en exclusivité sur Motors TV à 35 tours de l'arrivée sur un des rendez-vous les plus fous de l'année incontestablement à Talladega, le super speedway, le speedway en tout cas de tous les superlatifs. Eh bien, une bagarre absolument formidable a lieu. Tony Stewart n'est plus là, effectivement, c'est le fait de course majeur pour l'instant avec tonneau carrément s'il vous plaît pour Monsieur Stewart. Tout va bien. Il vient de s'exprimer en direct à la télé américaine. Il avait un petit sourire sur les lèvres. Ça l'a amusé finalement plus qu'autre chose. Tout est bien qui finit bien, va-t-on dire. L'image est spectaculaire. Et donc ça nous laisse les Truex, les Riggs, les Wallace, les Vickers, les Kyle Busch, les Biffle, les Edwards, les Bowyer, les Harvick, les David Green, les G.E.L.I. On va dire jusqu'au 20e. Là, tout le monde a une chance de gagner. Faites vos jeux, rien ne va plus. Et oui, ils sont 19 dans la même seconde. Mais c'est Martin Truex Jr. devant. Hein, Martin Truex Jr. devant Brian Vickers qui vient de signer le tour le plus rapide. Devant Kyle Busch, Greg Biffle, Mike Wallace, Scott Riggs, Jamie McMurray 7e, Carl Edwards 8e, Rich Sorenson 9e. Devant Jason Leffler, Ken Schrader excellent 11e. Devant Clint Bowyer, Kenny Wallace, Paul Menard, Johnny Sauter et Kevin Harvick qui est retombé à la 24e place. Est-ce que finalement le passage à vide de Kevin Harvick est pour ce soir? Pour le championnat, ce serait peut-être pas plus mal. Même si c'est vrai, pour l'instant, ni Denny Hamlin, ceux qui tireraient les marrons du feu, on va dire, en cas de contre-performance de Kevin Harvick. Bon, Denny Hamlin, on l'a dit, lui, il a course très difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. G.G. est 17e et Clint Bowyer est 12e. Je suis en train de le chercher. Denny Hamlin, il est 32e. Ouais, c'est loin. Kevin Harvick, donc vous voyez, il ne cesse de rétrograder, 9e, 10e et puis maintenant 24e. Faut-il s'en inquiéter? Peut-être quand même si l'homme est suffisamment capable de se faire un petit peu oublier pour revenir assez vite aux avant-postes. Attention au renard Kevin Harvick, qui est encore capable d'aller sur la fin de course, se cacher un petit peu à 30 tours de l'arrivée pour pourquoi pas revenir dans la bagarre pour la victoire dans les 10-15 derniers tours. Il faudra surveiller ça, voir s'il en a les capacités Kevin Harvick. On retrouve pendant ce temps-là Kenny Wallace, toujours excellent 7e, sous la menace de Jason Leffler. Ah, voilà la situation au championnat. Si la situation restait en l'état, eh bien Bowyer reprendra une 50aine de points à Kevin Harvick, ce qui serait pas mal. Et on verrait que la situation serait très serrée entre Bowyer, Edwards, Yelly. Et oui, Edwards également, qui se repositionnerait. Ah, c'est peut-être une course importante, mine de rien. C'est vrai que, sans vouloir évidemment être anti-Kevin Harvick, tout mauvais résultat de Kevin Harvick relancerait un petit peu forcément tout l'intérêt du championnat. Donc, il faudrait peut-être que ça arrive une fois. Allez! Oh, ça arrivera. Oui. Sur 35 rendez-vous, aussi fort soit-il, Kevin Harvick arrivera vraisemblablement pas à faire 35 top 10, ou alors là, ça serait vraiment exceptionnel. Son passage à vide, il l'aura. Et c'est vrai que, souvenez-vous ce qu'il racontait lors de l'interview dans Victory Lane à Phoenix la semaine passée. Les points sont extrêmement faciles à perdre et beaucoup plus difficiles à gagner. Pour l'instant, c'est vrai, je capitalise un petit peu, mais attention,